Hey! Hey! Micro-canap! Bienvenue à toi dans l'émission Micro-canap. Quelle relation ont les Français avec leur travail? S'impliquent-ils moins qu'avant dans leur job? Est-ce que le monde du travail s'adapte ou ne s'adapte pas aux nouvelles organisations? C'est les questions que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Et pour parler de tout ça, j'ai fait appel à Sandrine Blanchet, psychologue du travail ergonome, enseignante à l'Université de Poitiers et consultante. Bonjour Sandrine, comment allez-vous? Bien, merci. Merci de cette invitation, Chloé. Durant cette entrevue, je vais citer 2 études. Elles sont toutes les 2 sorties au début de l'année 2023. Donc pour replacer dans le contexte, à ce moment-là, la France connaît des contestations massives contre la réforme des retraites. Donc l'une des études elle est réalisée par l'Institut Montaigne. La seconde étude, elle est publiée en mars 2023 par l'IFOP. C'est l'Institut français d'opinion publique. Et je me base également sur les données de l'INSEE, donc c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, et aussi du DARES, Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Je vous ai invité pour discuter de ce sujet, car la relation qu'ont les Français avec leur travail, c'est votre spécialité. Pouvez-vous expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'est-ce que vous faites déjà ? Alors, je suis effectivement de formation psychologue du travail ergonome, mais je suis consultante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'être consultant? Ça veut dire intervenir soit dans les entreprises, soit se mettre à disposition de personnes qui ont besoin d'un soutien pour régler des problèmes relatifs à leur travail, à la relation qu'elles entretiennent avec leur travail, d'une manière très générale. Et je le fais dans le cadre de mon cabinet Atmo Conseil, et puis aussi au sein de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans cette partie de mon activité professionnelle, on est au service de l'ensemble des salariés. Après, moi, sur mon activité de conseil Atmo Conseil, je peux recevoir en fait des personnes qui rencontrent un problème dans leur travail. Tout au long de ma carrière, j'en ai rencontré des personnes qui étaient avec des restrictions d'aptitude, qui se trouvaient dans des protocoles de prévention du harcèlement moral, des violences de diverses natures. Et ces personnes, parfois, se trouvent un peu démunies, déjà parce qu'il y a des phases de sidération aussi, quand on perd son aptitude à son travail ou quand on est dans une période où on a été mis à l'écart, voilà. Ce qui a été d'ailleurs, pendant la pandémie, c'était quelque chose d'impressionnant, justement. Et notamment par le télétravail, mais aussi d'autres choses. Par des pratiques, de contrôle excessif, de méfiance excessive. Donc, quand on rencontre ces personnes-là, elles ont parfois perdu leur capacité à se mobiliser face aux problèmes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les aider à retrouver des pistes d'action et à retrouver une confiance aussi dans ce qu'elles peuvent produire, parce qu'elles ont parfois aussi perdu l'idée qu'elles avaient des compétences. Là, dernièrement, les médias, les instituts d'études, les personnalités politiques et d'autres affirment pour la plupart que la crise du Covid-19 a considérablement modifié le rapport qu'ont les Français avec leur entreprise. Personnellement, je dirais que la crise, elle a révélé une fracture qui se dessinait déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que vous avez une analyse qui est plus juste et qui tient compte d'une évolution qui se manifeste depuis un certain nombre d'années, voire décennies. En fonction d'épiphénomènes un peu massifs, les actifs ne vont pas forcément formuler la même réponse dans la durée. On a des statistiques, par exemple, sur comment vont les gens en période de confinement qui ne sont peut-être pas représentatifs de ce qu'ils disent aujourd'hui ou de ce qu'ils disaient avant. Mais quoi qu'il advienne, il y a quand même une évolution du monde du travail qui présente des indicateurs un peu alarmants sur la santé en fait, des gens. Qui n'est pas lié qu'à la crise Covid. Depuis quand le rapport des Français avec leur travail a changé? En tout cas, pourquoi tout d'un coup cette fracture elle se révèle aussi importante? On a l'impression là on parle de grande démission, de quiet quitting, avec mon super accent anglais. À quel moment cette fracture elle a commencé à s'opérer finalement? On se retrouve dans les années 80 avec un marché du travail qui est en berne dans les décennies précédentes.
finalement, on pouvait quitter et retrouver un emploi facilement derrière ou démissionner en tout cas, et puis se repositionner sur le marché du travail sans forcément beaucoup de difficultés. On avait le sentiment d'être rétribué, que finalement la richesse se redistribuait correctement, puisque on pouvait aussi avoir une évolution professionnelle, voilà, qui était facile pour certaines populations. Et à partir du moment où le marché du travail se grippe, on a moins cette latitude. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bah, j'ai un emploi, donc je vais essayer finalement de tenir. À côté de ça, s'introduisent des technologies nouvelles qui vont contribuer à modifier la façon dont on peut faire le travail au quotidien, avec une forme de complexité et puis d'accélération. Et petit à petit, le travail va devenir plus intense, avec une plus grande complexité. On va aussi avoir du coup un contexte économique compliqué qui va créer une forme d'incertitude chez les actifs. Mais malgré tout, ils sont quand même consciencieux, ils ont envie de bien réussir leur travail et ils tiennent. Et moi, je suis assez sidérée de voir combien de temps les gens ont tenu avant finalement que voilà, quelque chose s'écroule, soit individuellement, soit collectivement. Parfois, on se retrouve avec des situations qui sont là depuis plus de 10 ans, en fait, où les gens déjà allaient pas bien il y a une dizaine d'années, mais ils ont quand même tenu. Et ce qu'on les entend beaucoup dire, c'est « heureusement que j'aime mon métier ». Donc, cette notion de est-ce que je retrouve une utilité, un intérêt, un sens dans mon travail qui me permet de tenir. Mais malgré tout, je m'abîme quand même petit à petit. On ne va pas au travail juste voilà, pour... on y va prioritairement pour trouver de la ressource économique. Mais si en contrepartie, il y a des choses qui s'équilibrent de manière suffisante, et si surtout on ressort de sa journée de travail avec le même état de santé globalement, voire peut-être même, imaginons mieux, je rappelle quand même que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que la santé, ça n'est pas une absence de pathologie, c'est un état de complet bien-être. Eh bien, en fait, cette balance, si elle est satisfaisante, c'est jouable de continuer à accepter les contraintes. Or, aujourd'hui, on a des univers où la balance, elle est plus tout à fait au rendez-vous. Le poids des contraintes n'est pas suffisamment compensé par ce qui pourrait être vecteur d'épanouissement, d'utilité, de facilité aussi pour faire le travail. Donc, quand la balance se déséquilibre, petit à petit, la santé va s'en trouver altérée. Parce qu'on a été happé peut-être ces 20, 30 dernières années dans un mode de fonctionnement et qu'on se rend compte que là, on arrive à cette rupture et elle est très clairement palpable. Oui. Et puis, si vous regardez les tranches d'âge des personnes qui commencent à chercher à se reconvertir, c'est pas les jeunes générations, parce que les jeunes générations, elles débutent, elles découvrent, elles expérimentent le monde du travail. Les reconversions, forcément, c'est un stade de la vie où on a essayé de construire, on a essayé de proposer sa force de travail à des employeurs, et puis là, on se rend compte, après un certain temps, où on essaye, que peut-être ça ne produit pas ce qu'on imaginait, ni pour là où on travaille, ni pour soi-même. Et donc, on reconsidère, on essaye de retrouver un autre équilibre, un autre modèle. Et voilà, c'est plutôt ces générations-là qui questionnent aussi le sens. Donc, ça n'a rien à voir avec une question de génération. Toutes les générations se posent ces questions-là. Et vous parliez d'intensification tout à l'heure. Justement, dans l'une des études, donc celle de l'Institut Montaigne, il y a 60% des actifs qui estiment que leur charge de travail est plus importante sur les 5 dernières années, et 26% d'entre eux considèrent que cette charge est excessive. Est-ce que ce serait surtout lié à une intensification du travail, justement, et de quoi on parle, en fait, quand on parle d'intensification du travail? Oui. Alors déjà, on peut situer certes les Français entre eux, mais on peut aussi, en regardant l'enquête européenne sur les conditions de travail, situer la France par rapport à d'autres pays. Donc c'est pas juste une vue de l'esprit des Français, mais en fait, quand on compare des statistiques d'intensification du travail en Europe, les Français sont concernés de manière assez significative. Et globalement, le travail en France va moins bien que dans plein d'autres pays, et donc la santé forcément des actifs est moins bonne aussi que d'autres pays comparativement.
Alors, quand on parle d'intensification, de quoi on peut parler, et quand on parle de charge aussi de travail? Quand on parle d'intensification, ça veut dire que je vais produire un effort plus important, soit sur la notion de rythme, mais aussi sur la notion de puissance, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, la partie émotionnelle du travail est devenue beaucoup plus importante parce que déjà, quand on est en contact avec des clients, nous sommes des clients, des fois, on souhaite des services qu'on n'a pas forcément, donc on insiste un peu. On peut être un client exigeant. En face, le salarié va devoir, lui, faire un effort pour rester courtois, se maîtriser, alors qu'il est dans une organisation qui est compliquée, où il ne peut pas forcément produire le service dont on a besoin de manière facile. Donc il y a une contrainte émotionnelle qui est importante. On a aussi une accélération des rythmes de travail avec une notion d'immédiateté attendue. On va aussi être avec une recherche de réduction, par exemple, des stocks présents dans une entreprise. Donc, qui dit ne pas avoir de stock, dit produire en flux continu et d'être capable d'approvisionner les commandes aussi variables soient-elles en continu. Donc, parfois rattraper un retard qu'on a pu prendre suite à une panne de machine. Donc, ça va être une intensification qui est générée par l'organisation interne de l'entreprise. Donc, il y a ces formes-là. Et puis, l'intensification, elle vient aussi du fait que le travail devient un millefeuille, c'est-à-dire j'ai quelque chose à faire. Par exemple, si je prends le système industriel, j'ai une pièce à produire, mais j'ai aussi des statistiques à compiler pour faire du reporting sur la qualité de la pièce, reporter sur qu'on appelle ça un opérateur digital des informations. Donc, en plus de produire la pièce, je dois me préoccuper d'autres prestations qui entourent. On appelle ça le work about work. Ou alors, si je suis sur des fonctions plutôt du secteur tertiaire, je vais aussi avoir des actions complémentaires à ce que j'ai à faire. Il y a des études qui disent qu'on a presque, dans notre travail, 40% de notre travail qui n'est pas le cœur de notre métier. Donc, ça contribue à intensifier. C'est-à-dire que je dois certes faire le travail que j'imaginais faire, mais plein de choses périphériques, en fait, dont je dois m'occuper. Donc, il y a une intensification, effectivement, à ce niveau-là, qui se retrouve sur le plan émotionnel parce que c'est stressant, c'est fatigant, on veut se dépêcher de bien faire, on ne peut pas bien faire. Donc, il y a énormément d'émotions qui ressortent de tout ça. Et alors, il y a des émotions, et puis il y a aussi, n'oublions pas que pour assurer une charge de travail, il y a aussi, on a notre cerveau qui est là, qui a une capacité très importante, mais qui a ses limites. On sait très bien qu'on ne peut pas réaliser plusieurs tâches en parallèle avec le même niveau de performance. Si on a trop de choses en tête à gérer, on va peut-être dégrader la performance sur certaines activités. C'est épuisant de devoir jongler constamment. Sur une matinée, je regarde un peu, pareil, dans mes expériences professionnelles, on est interrompu au minimum 2 fois par heure. Donc, ça veut dire qu'une tâche, tu peux jamais l'accomplir complètement parce qu'au bout de 30 minutes, t'es arrêté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en psychologie cognitive, il y a des études qui montrent combien de temps on met à pouvoir se reconcentrer et à atteindre le niveau de performance qu'on avait au moment où on a été interrompu. Je suis en train de rédiger un article, je suis hyper concentrée, j'ai toutes mes sources en tête, et puis à un moment donné, on m'interrompt, ou un appel, voilà. Je vais traiter cette information, je vais peut-être la garder un petit peu en tâche de fond, ça va m'occuper un petit peu une partie de mes capacités d'attention. Et si je me replonge sur mon article pour continuer sa rédaction, combien de temps, à votre avis, on va mettre pour se retrouver concentré au même niveau? Je pars bien sur un 30-45 minutes, non? Ouais, c'est un petit peu moins. C'est variable en fonction des personnes, évidemment, parce que par bonheur, on n'est pas tous fait pareil. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à 20 minutes en moyenne pour se retrouver suffisamment concentré tel qu'on l'était au moment où on a été interrompu. Selon l'INSEE, seuls 3% des actifs pratiquaient le télétravail au moins 1 jour par semaine en 2017, contre 33% en 2022. C'est considérable, l'évolution. Est-ce que cette démocratisation du télétravail a permis à certaines personnes d'analyser, voire de repenser leurs relations et leur implication avec leur emploi? Oui, très clairement, c'est le fait d'avoir été autorisé d'une certaine manière par le contexte à expérimenter cette forme de travail qui leur a permis de considérer
que leur vie, c'est un ensemble de sphères qui se superposent, s'entrecroisent, dont la sphère privée, bien sûr, et de constater que c'est plus facile de gérer toutes ces sphères, effectivement, quand on a une unité de lieu, que on peut aussi percevoir un bien-être parce qu'on a peut-être des conditions plus satisfaisantes. C'est-à-dire, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Il y a des gens qui ont des conditions, malgré tout, peu satisfaisantes d'installation en télétravail. Pour autant, si je prends des exemples de plateaux de téléopérateurs qui se sont retrouvés en télétravail, certaines personnes pouvaient travailler sur leur canapé, dans leur chambre, sur leur chevet. Moins de bruit aussi. Moins de bruit, donc moins de perturbateurs attentionnels pour faire le travail. Et ils ont constaté une diminution de l'absentéisme quand les professionnels se sont retrouvés isolés à leur domicile. Donc ça pose une vraie question sur quelles conditions d'exercice on propose à ces travailleurs, si on veut qu'ils reviennent sur leur lieu de travail. Mais effectivement, le télétravail a permis de reconsidérer l'équilibre en fait de nos sphères de vie et de changer certains paradigmes. Mais encore une fois, pas d'angélisme. Finalement, aujourd'hui, on découvre le télétravail. Mais est-ce qu'on sait ce que ça va produire dans 5, 10 ans? Est-ce qu'on est bien sûr que dans 10 ans, on sera encore capable? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas dire comment les gens vont se prononcer sur cette disposition-là durablement. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas à un moment envie de faire un retour dans un autre sens? Donc, ça pose un certain nombre de questions. Puis, j'ai aussi entendu des représentants du personnel, des syndicats, questionner aussi que fait-on finalement des économies faites lorsqu'on n'utilise plus les coûts de loyer. Est-ce qu'on les réinjecte dans des conditions de travail pour les télétravailleurs? Est-ce qu'on les réinjecte dans d'autres aspects pour renforcer la qualité de vie et les conditions de travail des actifs? Question. Il n'y a pas que le télétravail comme nouvelle forme d'organisation. Il y a le temps de travail hebdomadaire et le temps de travail journalier. Concrètement, est-ce que vous observez une différence dans ce rapport au travail et au nombre d'heures? Moi, j'ai l'impression dans mon entourage qu'il y a plus en plus de personnes qui veulent soit être auto-entrepreneurs ou en 50% ou en 80%. Vous touchez la réalité du terrain, vous la côtoyez aussi par votre métier de consultante. Qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, sur la question du temps de travail, il y a une petite émulation en ce moment sur cette question de la semaine de 4 jours. Il y a des études d'abord à très courte échelle temporelle, donc c'est difficile de se dire ce que ça pourrait donner dans la durée, mais il y a quand même quelques points de vigilance à avoir, puisque une partie des actifs ont le souvenir du passage de 39 à 35 heures, avec un effet d'intensification du travail. C'est-à-dire que finalement, l'idée qu'on repartagerait l'écart entre 35 et 39 en créant de l'emploi, c'est pas forcément révélé. Et finalement, les personnes ont absorbé avec 4 heures de moins le même volume d'activité. Donc, ça a contribué à cette fameuse intensification dont on parlait. Et produire quelque chose qui ressemblerait à ça sur 4 jours, ça poserait problème aussi, bien évidemment. Oui, ça fait beaucoup en 4 jours. Par contre, il faut quand même se dire qu'en France, on est parmi les gens qui travaillons le plus longtemps, qui considéreront d'ailleurs culturellement que c'est une valeur, et que si mon chef est là jusqu'à 20 heures, je suis un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice parce que je suis là aussi jusqu'à 20 heures. Quand bien même peut-être je ne suis pas très productif, mais je suis là. Donc une forme d'incitation au présentéisme qui fait qu'on a des bornes horaires des amplitudes horaires plus importantes et que si on compare à d'autres pays, finalement, rester jusqu'à 20 heures, c'est mauvais signe. Ça veut dire que finalement, on n'est pas très ajusté dans sa façon de réaliser son activité. Donc cette semaine de 4 jours, il faudra l'étudier, l'expérimenter, je pense, et puis se dire qu'est-ce qu'il y a de bien. Est-ce que ça permet d'avoir plus de latitude aux actifs? Parce qu'ils cherchent quand même, pour bien vivre son travail, il faut avoir le sentiment de pouvoir s'organiser
avec de la latitude, pas être juste un simple exécutant. D'ailleurs, nous ne sommes pas que de simples exécutants. Nous sommes actifs sur la façon d'organiser notre travail face aux difficultés qui se présentent. Donc, est-ce que cette semaine-là permettrait ça, et puis permettrait aussi toujours cet équilibre des sphères et le sentiment que si je n'ai pas assez de reconnaissance dans mon activité professionnelle, je peux en trouver à côté, dans d'autres sphères de vie. Ça pourrait permettre ça, mais c'est pas forcément sûr non plus. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à demander des 80% pour avoir ensuite une seconde activité, justement peut-être pour un côté plus épanouissant. Alors, ça peut être pour un côté plus épanouissant, c'est-à-dire effectivement retrouver de l'autonomie et la possibilité de faire ses propres choix. Ça peut aussi être pour avoir des ressources, différentes sources de ressources dans un contexte aujourd'hui un petit peu compliqué. Parfois, c'est plus une aspiration à retrouver un espace d'expression, un espace où je vais pouvoir avoir une identité dont je serai fière, qui génère finalement l'envie d'ouvrir ce type d'activité, là où dans son travail, on n'a pas trouvé. Donc il y a effectivement pas mal de reconversions aussi professionnelles. Avec les débats et la réforme des retraites, pas mal de monde ont dit oui, en France, on parle plus tôt à la retraite, on travaille moins, on fait que du 35 heures, etc. Mais en fait, quand je regarde donc, les chiffres de Pôle emploi, de l'INSEE, de la DARES, en 2022, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet, elle atteint quasi 39 heures semaine, 38,9. Sur le site de l'Organisation de coopération et de développement économique, on se situe dans la moyenne en Europe. Finalement, on se retrouve avec un paradigme un peu étonnant où on réalise finalement beaucoup d'heures de travail. On a un produit intérieur brut par personne qui est important, on est très bien placé. Et puis, si on ajoute des données sur le capital humain, on est malade, en arrêt, avec des situations d'épuisement qui se font de plus en plus jour. Voilà, un sentiment de difficulté pour tenir instantanément et donc a fortiori dans la durée dans son travail. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les Français sont travailleurs dans des conditions qui, pour autant, viennent altérer petit à petit leurs ressources. Donc il y a une vraie question à instruire, et puis c'est possible de le faire en plus, parce que moi j'essaye à ma petite mesure de le faire avec mes collègues, qui est comment on va soigner le travail d'abord pour que les personnes n'aient pas, elles, la nécessité de restaurer leur santé, tout simplement, de la préserver, voire de la développer, puisqu'on pourrait se dire que le travail pourrait être vecteur de santé. Je rebondis sur ce que vous disiez. Quand on parle de productivité, comment on le calcule? C'est par le produit intérieur brut par heure travaillée. C'est comme ça qu'on se retrouve à être à la 11e place mondiale en 2022. Certes, on est bien placé, mais pour autant, on se fait rattraper par énormément de pays qui étaient bien plus loin que ça il y a quelques années, parce que justement, on a beaucoup de gens au chômage, on n'arrive pas à entretenir nos salariés, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de démissions, beaucoup d'arrêts maladie. On parle de grandes démissions depuis la pandémie. Au premier trimestre 2023, on compte 496 600 démissions. On atteint presque le même niveau de démissions qu'en 2008. Et en 2008, qu'est-ce qui se passait? Crise économique. Mondiale, oui. Alors, sur cette notion de grande démission, il y a vraiment un mouvement post-pandémie, puisqu'il y a des secteurs d'activité où les conditions de travail étaient assez contraignantes, usantes, qui ont souffert beaucoup, sans les culpabiliser du tout, mais il y a des secteurs particulièrement touchés. On en a entendu parler dans les médias. L'hôtellerie-restauration a du mal à recruter. Et mes collègues de l'ARACT ont fait une étude très intéressante en Nouvelle-Aquitaine sur les raisons qui font que ces personnes sont parties et pourquoi d'autres restent dans certains restaurants, certains hôtels, etc. Et ce que l'on constate, c'est que les raisons qui font que l'on part sont liées notamment à la façon dont l'équipe est managée, donc la reconnaissance qu'on va pouvoir octroyer au travail,
et qu'il n'y a pas que la question du rythme de travail, qui peut être un élément, mais qui n'est pas le seul, et que finalement, là où on cible beaucoup une activité qu'on dit hautement physique, il y a aussi une vraie pénibilité mentale dans certains environnements qui ne sont pas soutenants pour exercer le travail qui est déjà en lui-même une activité mobilisatrice. Donc, ce turnover important et cette démission, cette fuite en fait de certains secteurs d'activité, ce que ça produit, c'est certes du souci pour les secteurs qui sont touchés, mais ça les amène à expérimenter d'autres formes d'organisation du travail, à mieux associer, par exemple, je sais pas, des serveurs à la conception de la carte du restaurant. Ça se faisait pas du tout culturellement, c'est pas installé dans les restaurants, mais du coup, les serveurs retrouvent une forme d'appropriation de leur travail en coopérant à ces éléments-là. Donc ça amène quand même des prises de conscience et puis des ajustements. On l'entend d'ailleurs dans les propos des cuisiniers les plus connus et très médiatisés qui disent effectivement qu'il y a des choses à ajuster dans l'organisation et que c'est viable. Les études donc, que je cite depuis le début, je trouve que leurs résultats contrastent avec cette image du français fatigué et du français qui a la flemme finalement. Mais ça indique plutôt, le fait que maintenant, on n'a plus peur de dire qu'on a certaines exigences vis-à-vis de nos conditions de travail et aussi une certaine exigence avec nos relations dans le travail. Est-ce que finalement, ce serait aussi... c'est un peu ce que vous faites, je pense, en tant que consultante, c'est aider les managers à entrevoir toutes ces possibilités-là et à se poser des questions et peut-être en discuter avec les salariés et les autres actifs. Carrément. Alors, quand on emploie le terme exigence, c'est un peu connoté péjorativement quand même. Si je pose des exigences et que je suis quelqu'un de difficile, on va dire. Mais finalement, des exigences, je les formulerais comme des attentes, voire comme des besoins élémentaires. C'est-à-dire que j'ai effectivement, pour passer une bonne journée de travail, j'ai besoin de pouvoir avoir le sentiment d'agir sur mon activité, de pouvoir me coordonner avec mes collègues et ajuster quand il y a des aléas, trouver de la ressource dans l'équipe, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, les managers, ils sont invités à répondre à ces besoins-là, mais ces besoins n'ont rien d'excessif. Ce sont des besoins qui sont normaux, qui répondent au fait de rester dans un état de santé correct pour pouvoir revenir demain faire le travail. Si vous êtes face à un chef d'entreprise ou un manager qui fait appel à vous parce qu'il y a un souci dans l'organisation du travail, mais ça passe notamment par des conflits et de l'incompréhension avec son équipe. Quelles sont les billes, quels sont les outils que vous pouvez que vous leur donnez en règle générale? Déjà, quel est le b.a.-ba en fait pour discuter de tout ça et essayer de trouver une solution? Déjà, il faut accepter de se dire que on va nous évoquer des managers malveillants, allez, je prends le terme à la mode, toxique, voilà. Ces managers, ils sont eux-mêmes plongés dans des organisations du travail. Ils sont eux-mêmes issus, voire le résultat d'une organisation du travail qui n'est pas suffisamment soutenante. Donc, soit on les a mis sur une fonction sans les accompagner, soit on leur donne des objectifs qui sont extrêmement compliqués. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait une posture assez rigide sur ses salariés, qui ne faisaient pas le travail comme il voulait, etc. Et puis, quand je lui ai posé la question de lui, comment il allait, de fil en aiguille, il me dit c'est pas toujours facile d'être loyal vis-à-vis de mon employeur. Pour moi, c'est compliqué aussi. Oui, parce qu'il est obligé de défendre les idées, objectifs et façons de faire de son employeur. Et il se sent peut-être en devoir de les exécuter en l'état et de ne pas forcément faire valoir qu'il y aurait peut-être une autre façon. Donc, il va essayer de les déployer. Il va serrer les dents lui-même parce que il est manager ou manageuse, c'est pas forcément que des hommes. Il est costaud et donc il va reporter en fait sur son équipe les difficultés que peut-être consciemment il perçoit ou des fois même inconsciemment il va être dans une forme de déni. Donc déjà de réussir à se dire, on m'a dit que ce manager était particulièrement difficile, mais
pour lui-même déjà, ça doit être un peu compliqué. Ça lui crée à lui un espace différent pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que si on leur laisse pas à eux la possibilité de s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent, il y a peu de chances qu'ils s'intéressent aussi aux difficultés de leur équipe. Donc déjà, soigner le travail des managers, c'est une dimension importante puisque c'est eux ensuite qui régulent toute l'organisation des salariés qui vivent plus ou moins bien leur quotidien. Et puis après, moi, j'aime beaucoup ce que propose l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est de procéder par expérimentation, essayer sur une toute petite maille, quelque chose qui peut-être est pas trop engageant, pas trop coûteux, mais qu'on va quand même s'autoriser à essayer. Peut-être de prendre un petit groupe de salariés, puis de les faire travailler d'une manière différente. Et puis, on regarde si ça marche. Imaginons ça marche. On pourrait peut-être le faire un peu plus, puis après un petit peu plus. Et j'ai rencontré des managers qui, partant d'une réflexion sur marque employeur, je veux attirer des talents, etc., quand même se disaient, je vois bien quand même que mes salariés, quand ils sont sur la tranche de la pièce, ça tombe jamais du côté je reste. Ça tombe toujours du côté je pars. C'est quand même pas normal, en fait, que ça tombe jamais du côté je reste. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Il y a des aléas. La vie personnelle, elle évolue aussi. Donc, peut-être qu'à un moment donné, mon emploi, je le questionne parce que ma vie a changé. Et comment ça se fait qu'au moment où je me questionne, ça tombe toujours du côté je pars? Il y a peut-être quelque chose à réfléchir dans mon équipe. Donc, il y a bien des personnes qui se posent ces questions-là sur comment je peux organiser le travail pour que les gens aient envie de rester, tout simplement. S'asseoir autour d'une table, discuter, de tester, bref, toutes ces choses. Il y a la notion de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vous disent, qui vont dire, bah ouais, très bien, mais j'ai pas le temps? Si finalement le problème n'est pas si grave que ça, ne le traitons pas. Alors vous n'avez donc peut-être pas de problème. Si, quand même, si, on a des gros soucis. Mais donc vous voulez qu'on règle le souci sans prendre le temps de le régler. C'est Einstein qui disait ce serait une folie de croire que en produisant toujours la même chose, on aura un résultat différent. Donc oui, c'est vrai que pour soigner un travail qui va pas bien et donc qui se reporte sur la santé des équipes, il faut y consacrer du temps. Malgré tout, si on est d'accord collectivement qu'il y a ce problème à régler, que si on ne le règle pas, il va s'aggraver et qu'on ira tous collectivement de moins en moins bien, on va se mettre d'accord aussi sur, pour trouver le temps d'expérimenter des nouvelles choses et de s'en parler, peut-être temporairement, on va dégrader certaines choses qu'on faisait hyper bien, on va se mettre d'accord sur, ça, temporairement, on va le faire peut-être un petit peu différemment. Finalement, je me dis, moi, une entreprise qui me dirait, je peux pas le faire pour vous ce soir parce que mes équipes, elles ont suffisamment de travail aujourd'hui. Par contre, je m'engage à le faire pour après-demain, parce que je sais que après-demain, j'aurais pu échanger avec eux correctement, ils auront pu régénérer leur capacité attentionnelle, ils seront plus focus, donc ils seront peut-être probablement plus créatifs aussi. Je vous propose plutôt, au titre d'une qualité de vie de mon équipe, de ne pas vous le faire ce soir bâclé dans des conditions dégradées, mais de vous le proposer dans des conditions saines pour tout le monde et d'avoir un travail qui sera peut-être meilleur. Moi, je trouverais ça plutôt chouette, en fait. Ça donne confiance. Oui, ça donne confiance et puis ça donne une vision du monde. On a un peu le sentiment de pouvoir respirer un air sain, en fait. Voilà, se dire, c'est peut-être pas tout le temps la course comme ça. Puis, vous l'avez certainement testé, vous, les gens qui vont nous écouter aussi. On se fait parfois une urgence de choses où, finalement, peut-être pas. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. C'était très chouette de pouvoir échanger avec vous, débattre et puis que les gens débattent entre eux aussi. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à nous suivre sur TikTok et Instagram et à t'abonner à notre page YouTube. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro-canap!